Bonjour et bienvenue chez Papa Maman Tout va bien. Internet a permis deux changements radicaux dans l'histoire de l'humanité. Le premier, c'est qu'il est possible de passer sa journée à regarder des vidéos de chats partout dans le monde. Le deuxième, moindre, mais quand même, c'est qu'il est possible de travailler pour une entreprise de n'importe où dans le monde, depuis une plage, une forêt, un bateau, depuis la Réunion, les Philippines ou Madagascar. C'est le parcours qu'a choisi Chloé. Avec son tendre Thomas, elle s'est lancée dans cette vie de migrante chronique, de travailleuse errante, d'expatriée sans frontières, de digital nomade. En 12 mois, les deux tourterelles sans frontières ont vécu à Maurice, Mayotte, La Réunion, Madagascar, aux Philippines et en Indonésie. Chloé va nous raconter ce qu'elle a vu, goûté, appris dans cette vie de digital nomade, un bureau migrateur. Bonjour Chloé. Salut Béranger, comment vas-tu ? Ça roule. Merci beaucoup d'être disponible pour nous parler de ta folle épopée et bravo pour le défi, bravo de t'être lancé, d'être parti en voyage et bravo d'avoir tenu jusqu'ici sur cette vie, pendant cette vie d'imprévu et d'instabilité. Alors, avant de parler de tout le voyage, on va revenir au début du commencement. Est-ce que c'est facile de devenir professionnellement digital nomade ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour vous dire, OK, on vit à l'étranger et on va travailler pour n'importe où, depuis n'importe où. Voilà, comment ça s'est passé, vous, la mise en place de cette vie ? Alors déjà merci à toi pour de me recevoir et pour ce beau projet. Donc la vie de digital nomade, elle n'était pas prévue à la base pour nous. En fait, notre projet de voyage à la base, c'était de partir en vivant avec nos économies qu'on avait, on a mis de côté pendant plusieurs années, et on s'est dit on va essayer de vivre de ça et de travailler dans les pays où on va. Sauf que du coup, en arrivant donc à l'île Maurice, qui a été notre premier pays, on s'est dit quand même c'est dommage, on a un bac+5 chacun respectivement dans nos domaines, moi en marketing et mon copain Thomas en finance, et on s'est dit c'est quand même dommage de pas pouvoir exploiter ça. Donc on a tenté le coup. Je dirais pas que c'est facile, mais je pense que dans notre société actuelle c'est accessible, notamment avec le Covid qui a quand même démocratisé un peu l'aspect à distance, télétravail, tout ça. Et je pense que ça dépend aussi du domaine d'activité. Parce que c'est vrai que le marketing, typiquement, c'est un domaine qui peut se pratiquer à peu près de n'importe où dans le monde. Donc, si ton domaine d'activité, il se fait plutôt bien à distance, là, ça peut fonctionner. Ça dépend aussi de ta capacité à travailler en autonomie, dans toutes les conditions, ta capacité à entreprendre. Moi, le nombre de fois où j'ai travaillé dans un van, alors que j'avais 5 heures de route, que j'étais collée, qu'on était tous serrés, genre 15 personnes dans le van alors qu'il y a que 10 places, tu vois. Donc voilà, en soi, je dirais pas que c'est forcément facile, mais qu'il faut se lancer, il faut essayer. Et puis c'est comme ça que tu vois si ça te va, quoi, si ça te correspond. Vous aviez un ordinateur et vous vous êtes dit, tiens, on va se créer un profil, on va se créer une société et on va essayer d'avoir des clients. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé de Digital Nomad, où vous êtes mis à travailler à l'étranger. Oui, c'est un peu ça. Alors moi, j'avais même pas d'ordinateur quand je suis arrivée au début. Et en fait, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, bon, ça va être le premier investissement. Ça va commencer par là. Donc j'ai acheté mon bac à l'île Maurice, du coup. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est lancé. Et au final, ça a assez bien fonctionné dès le départ, puisque moi, j'ai eu mon premier client à peu près 1 mois après la création de l'entreprise. Et puis après, il fallait un petit peu être patient, parce que ça a mis quand même 6 mois à démarrer, vraiment, où j'ai pu, au bout de 6 mois, me verser des salaires tous les mois. Et juste par curiosité, pour créer vos profils, vous avez fait ça sur une plateforme, sur un site particulier, ou vous aviez déjà des clients ou des contacts, vous avez fait ça via LinkedIn? Comment ça s'est passé pour trouver les premiers clients à l'étranger? Alors en fait, effectivement, moi je me suis renseignée sur les moyens, donc en tant que freelance, de se développer, et j'ai découvert notamment une plateforme qui s'appelle Malte, que je sais pas si tu connais. C'est une plateforme qui référence tous les freelances de France, notamment. Il y a aussi Belgique, je crois, mais c'est majoritairement les entreprises françaises. Donc j'ai un peu feuilleté toutes ces plateformes. Je me suis inscrite sur celle qui me correspondait le mieux, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de concurrence sur ces plateformes, mais je pense que moi, c'est ce qui m'a vraiment permis d'avoir mes premiers clients, c'est d'investir dans cette plateforme-là. Alors certes, tu dois donner un bout de ton chiffre d'affaires à chaque fois, à chaque prestation, mais en échange, la plateforme te donne de la visibilité
Et plus tu travailles avec la plateforme, et plus elle te donnera des opportunités de mission. Donc c'est vrai que moi ça a bien fonctionné comme ça. C'est comme ça que j'ai eu les premiers clients. Et du coup ça peut être un bon outil de démarrage en tout cas. D'accord, bon, c'est très clair pour le lancement. Et donc ça, c'est pour le lancement business, on va dire. Et alors le lancement pays, digital nomade, je le disais, c'est passer plusieurs mois dans un pays et changer quelques semaines et changer sans arrêt. Est-ce que vous avez mis en place une routine pour pas être trop déboussolé? Comment vous faites pour arriver dans un nouveau pays? Parce que c'est pas facile de venir de Maurice et puis d'arriver à Madagascar. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour arriver dans de bonnes conditions et vous mettre à travailler directement sans être trop déboussolé? Alors c'est une bonne question. La routine, j'ai envie de te dire que bon, il y en a pas. Et pour moi, c'est un avantage. Parce que quand on choisit cette vie de nomade, il faut aimer le changement, il faut aimer l'imprévu, il faut aimer ne pas avoir de routine finalement et sortir de sa zone de confort en permanence. Donc, de manière générale, quand on arrive dans un pays, on a notre billet d'avion, ce qui est déjà bien, et on essaye d'avoir quand même un logement en arrivant, en général qu'on prend sur Airbnb ou Booking, tu vois, quelque chose qui est plutôt safe au départ, on sait que c'est carré. On essaye de le prendre soit pour quelques semaines ou un mois maximum, et ça nous permet de prendre nos marques. On sait que voilà, on arrive dans un endroit, on a notre habitation, et avant de partir, on va se renseigner un petit peu sur les coutumes, sur la culture, avant d'arriver dans le pays en question quand même, histoire de pas arriver trop déboussolé. Mais après, on marche beaucoup au feeling, donc ça va être on va arriver, puis on va commencer à regarder aux alentours ce qu'il y a, on va sortir visiter, on va faire au gré des rencontres, mais sinon, j'avoue que on aime bien aussi ce côté un peu, voilà, on est déboussolé quand on arrive. Donc on aime bien ne pas trop prévoir non plus. Quand vous arrivez, vous savez combien de temps vous restez, ou c'est déjà arrivé que vous veniez pour un mois et que finalement vous restiez 2-3 mois parce que vous aimez beaucoup l'ambiance? Alors oui, on sait jamais combien de temps on va rester dans un pays. Ça c'est à la base, on s'était dit juste comme ça, bon, peut-être qu'on restera à peu près un mois dans chaque pays. Au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. L'île Maurice, on est resté 5 mois parce que justement, on a créé notre business, chose qui n'était pas prévue, et on s'est dit bon on lance notre business, il vaut mieux qu'on se pose, qu'on reste un peu plus longtemps et qu'on prenne le temps. Et finalement, en fait, c'est devenu un peu notre philosophie en voyageant, ce qu'on peut appeler le slow travel, donc vraiment voyager doucement, prendre le temps, parce que de un, c'est beaucoup moins fatigant. Le fait d'arriver dans un pays et de savoir que voilà, on peut se poser, que on va rester sur le long terme, donc minimum 2 mois. Pour en tout cas pour nous, c'était ça. Et je sais plus du coup quelle était la question. Ouais, je te demandais, t'as répondu à ma question. Et du coup, parce que parfois, donc vous venez même pour un mois. Il y a eu des pays où vous étiez resté que un mois, ou c'est quoi le minimum que vous avez fait sur un pays? Et en fait, quand on était à Bali, on est resté un peu trop longtemps. On savait pas combien de temps on allait rester à Bali, et au final, on voulait rester plus de 2 mois. Sauf que le visa ne nous le permettait pas, et du coup, on a dû sortir du territoire pour pouvoir revenir. Et c'est à ce moment-là qu'on est allé à Hong Kong. Donc j'ai un cousin qui habite là-bas et qui nous a hébergés pendant 6 jours. Donc c'est vraiment la destination où on est resté le moins longtemps. Et heureusement, parce que c'est une ville qui est très très chère, mais c'était sympa de pouvoir voir la famille et de faire cette petite escapade. Mais voilà, on n'a pas du tout l'habitude de voyager comme ça, donc c'est vrai que pour nous 6 jours c'était vraiment court. Et sinon c'est minimum 2 mois dans tous les pays qu'on a fait. Alors 2 mois, ça reste une petite période. Instinctivement, si là demain je partais à Maurice, ma plus grande inquiétude ce serait d'être seul. Bon, vous êtes à deux, mais de rester à deux, on va dire. Comment vous faites pour rencontrer du monde directement et ne pas vous sentir un peu isolé pendant vos 2 mois de séjour? Alors, en fait, je pense que déjà pour rencontrer du monde, il faut déjà s'ouvrir aux autres. Mais le voyage, c'est ça aussi, c'est vraiment apprendre à, si on est un petit peu timide, sortir de sa zone de confort, aller vers les gens, pas avoir peur de poser des questions, d'aller voir les locaux, de s'imprégner de leur vie quotidienne, etc. Après, c'est vrai que quand on est à deux, on a un peu cette tendance, je pense, à se conforter dans de la présence de l'autre, j'ai envie de dire. Et peut-être que
implicitement, on fait un peu moins de rencontres que quand on est en voyage solo. Mais le but, c'est quand même de rencontrer du monde dans le voyage. Hein. C'est ça qui fait la beauté du voyage. Donc, oui, je pense c'est sortir directement et aller voir les gens. Vraiment, ne pas avoir d'appréhension, en fait. Parce qu'au final, quand on est à l'autre bout du monde, il y a plus que nous, quoi. Donc, si tu te connectes pas aux autres, ton voyage n'a pas la même saveur. Tu restes seul. Et t'as réussi du coup à rencontrer des gens, peut-être tu es encore en contact des mois après avec ces personnes, des gens qui t'ont marqué au cours de tes voyages? Oui, vraiment. Il y a d'ailleurs, avec le recul, les pays où j'ai fait les plus belles rencontres sont aujourd'hui les voyages qui m'ont le plus marqué et qui vraiment m'ont laissé le plus d'émotions, on va dire. Notamment l'île Maurice. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à l'île Maurice, on a rencontré la toute première personne qu'on a rencontrée. Elle a été déterminante dans tout le reste du voyage. Et ça a été, je pense, la plus belle rencontre de notre voyage parce que en fait c'est un local, donc c'est un Mauricien qu'on a rencontré qui nous a demandé s'il voulait qu'on lui fasse visiter le pays. Enfin, qu'il nous fasse visiter le pays. Et en fait, on savait pas trop parce que bon, quand t'arrives, tu te dis bon peut-être que tu sais, il va nous demander de l'argent ou voilà, il veut quelque chose en retour. Et en fait, cette personne nous a fait vivre des expériences vraiment incroyables sans jamais rien nous demander en retour. Et en fait, ce qui a découlé de tout ça, c'est une amitié exceptionnelle qui s'est liée entre nous. Et c'est cette même personne qui nous a ramenés à l'aéroport le jour où on est parti 5 mois plus tard. Et c'est cette même personne qui aujourd'hui nous invite à son mariage dans 2 ans, quoi. Ah, c'est super chouette comme expérience. Du coup, vous allez y aller à ce mariage? Ben oui, c'est bien prévu. Alors, on n'a pas encore de date précise, mais de toute façon, l'île Maurice, ça a vraiment été une destination coup de cœur et on sera obligé d'y retourner. Et ce sera l'occasion, du coup, d'y retourner. Est-ce que tu peux nous faire un peu rêver? Qu'est-ce qui est cool dans ta vie? C'est quoi les avantages de tout ce bazar? Est-ce que tu peux nous vendre du rêve sur cette vie de digital nomade? Qu'est-ce que tu adores? Pour moi, le plus gros avantage de cette vie, c'est vraiment le sentiment de liberté absolue que tu peux ressentir chaque matin quand tu te lèves, faire ce que tu veux quand tu veux, ne pas avoir de contraintes finalement, pas de routine. Pour moi, c'est un avantage, pardon. Quoique moi qui adore le sport par exemple, donc j'allais très souvent à la salle avant de partir et à la danse et le fait de pas avoir de routine, ça m'a juste un peu embêté de ce côté-là parce que tu peux pas avoir la même routine sportive quand t'es en voyage un peu à droite à gauche, notamment à Madagascar où tu trouves pas des salles de sport de partout par exemple. Mais juste sinon vraiment l'avantage pour moi c'est vraiment ce sentiment de liberté et puis quand tu te lèves le matin avec le sentiment que t'es en train de rêver, tu sais que t'es dans un rêve parce que finalement c'était notre rêve de voyager comme ça et de découvrir le monde. Pour moi, ça n'a pas de prix. Super. Et en termes de paysages, bon, on parlera après des paysages. Tu vas nous faire une petite liste un petit peu de ce que t'as vu, de ce que t'as préféré comme pays. Mais avant ça, je vais te poser une petite question qui me taraude parce que je te suis depuis quelques mois maintenant et je vois sur Instagram, sur YouTube, tout le monde est là, trop cool, ce que tu vis, ça doit être génial, c'est le rêve et tout. Et pour avoir été expat quelques années, je connais des situations où en fait, même si on est face à une lagune, même si tout le monde se dit que être dans ce pays c'est le kiff total, parfois il y a des choses qui nous manquent, on aimerait être ailleurs, on aimerait être en France et même s'il pleut en France, on aimerait y être. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé des moments où tu te dis ok, j'aimerais bien ne plus être là et comment tu vis le fait que tout le monde se dit que ta vie c'est le rêve et que parfois il y a des moments c'est un peu moins rigolo parce que je sais pas, c'est Noël en France et t'es pas avec ta famille par exemple. Moi c'est un cas personnel. Est-ce que toi c'est des choses qui te sont arrivées vu que t'es parti depuis longtemps maintenant? Est-ce que ça te parle comme situation? Alors oui et non parce que je pense que je suis peut-être pas partie assez longtemps pour ma part en tout cas pour me dire que j'avais envie de rentrer en France. Après, c'est vrai que quand tu es à l'étranger et que t'es un peu isolé, t'as le manque de la famille, hein, ça c'est le plus gros inconvénient, je pense, de cette vie, c'est vraiment le manque des proches.
Mais finalement, moi j'ai eu, on va dire, cette chance de pas avoir eu de soucis de famille, du côté de la famille quand je suis partie. Le boulot, ça allait aussi, donc j'étais vraiment dans un bon mood, on va dire. Et du coup, j'ai pas ressenti vraiment de moments, voilà, trop de bad. Et surtout, je pense aussi ce qui fait la différence, c'est qu'on est deux, et peut-être que justement, on vit peut-être mieux, en tout cas moins difficilement, les moments où on n'est pas bien parce qu'on est deux. Et ça, c'est vrai que ça peut faire la différence quand on voyage, à la différence de quelqu'un qui est tout seul. Et pour le coup, la solitude à l'étranger peut être très pesant. Donc, je peux tout à fait comprendre cette pression, ce ressenti. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, je l'ai pas trop ressenti. Après, les moments où forcément ça va moins bien, parce qu'il y en a toujours, hein, que tu sois en France ou à l'autre bout du monde, il y a toujours des moments où ça va un petit peu moins bien. Mais je pense qu'aussi quand on voyage, on apprend plus facilement à relativiser et à voir le positif, puisque bon bah comme tu le sais, tu vas dans des pays qui sont forcément voilà, plus pauvres, avec des modes de vie qui sont complètement différents. Et moi, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à positiver dans ma vie et à relativiser sur tout ça, quoi. Bon, on retourne au rêve. Est-ce que là, en tête, tu peux nous raconter une expérience exceptionnelle que tu as vécue par pays ou alors pour certains pays, dans les pays dans lesquels tu as été? J'aimerais bien, dans le lot de ces expériences exceptionnelles, que tu nous parles de ces petites tortues qui essaient de rejoindre la plage. Et si tu as d'autres expériences qui te viennent en tête, est-ce que tu peux nous les raconter dès maintenant? Oui, effectivement, les tortues font partie de ces expériences exceptionnelles que j'ai vécues. Donc les tortues, c'était à Mayotte. En fait, c'est des tortues vertes qui viennent en fait tout le temps sur un site de ponte. Donc c'est le fameux site de ponte qui est une plage interdite d'accès normalement à l'être humain. Mais du coup, on a eu la chance d'y avoir accès parce qu'on était bénévole, donc pour une association à Mayotte qui s'appelle les Naturalistes, et qui font un super boulot. Et du coup, l'idée, c'était de passer un week-end bivouac. Donc, on dormait au bord de la plage, dans nos hamacs, accrochés au baobab. C'était vraiment génial. Et donc, tous les membres de l'association se levaient et on faisait des rondes pour observer toute la nuit les tortues qui viennent pondre. Et donc, observer leur comportement. Est-ce qu'elles ont réussi à pondre? Est-ce qu'elles sont retournées à la mer? Est-ce qu'elles ont réussi à creuser, etc. Donc, toute la nuit, on faisait des rondes et on notait. Et nous, donc avec Thomas, on avait choisi le créneau de 4 à 5-6 heures du matin. C'était le meilleur créneau parce que à la fin, on avait la belle récompense qui était le magnifique lever de soleil. Et puis tu vois, justement, c'est là où j'ai capturé le moment où tu vois cette énorme tortue retourner à la mer juste après avoir pondu. Donc voilà, ça c'était vraiment un week-end magnifique qui restera bien sûr un de mes meilleurs souvenirs, en tout cas pour Mayotte. Après, des souvenirs, on en a vraiment, des expériences exceptionnelles, on en a vécu beaucoup, notamment autant sur la terre que dans l'océan, parce qu'à l'île Maurice, on a eu aussi la chance de nager avec des cachalots, donc ça, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. À La Réunion, on a fait un trek de 4 jours dans Mafat, donc qui est un des cirques de La Réunion, avec un sac de 14 kilos sur le dos, notre bouffe qui avait périmé dès le premier soir, une cheville foulée et presque une hypothermie le dernier jour. Enfin voilà, un bon trek comme on les aime. On était parti 4 jours, mais on avait l'impression d'être parti 2 semaines, tu sais. Voilà, pour Madagascar, c'était, Madagascar, c'est le pays où on a fait, on va dire notre deuxième plus belle rencontre. Avec, c'était un couple de Malgaches du coup qu'on a rencontré. Et on s'est vraiment liés, vraiment d'amitié avec eux. Aujourd'hui, je pourrais te dire que c'est la famille, tu vois, par exemple. Là, si je retourne à Madagascar, je vais les voir, je sais que voilà, je vais chez eux et voilà, c'est la famille, quoi. Et donc, avec ce couple, on est parti avec un quad et 2 motocross et on est parti à la baie d'Antala. Et donc, on a mis 2 heures à peu près pour y aller. Et ensuite, on a dormi à la Belle Étoile, à la baie d'Antala, pareil, avec des tortues, des levées de soleil. Et c'était magique parce qu'on était que tous les 4. On passait dans des décors vraiment lunaires, entre la savane, la jungle, tout ce que tu veux. Et on était, il y avait que nous. C'est là où tu sors des sentiers battus. T'es pas avec d'autres touristes, tu sais, c'est pas des tours touristiques. T'es vraiment, voilà, comme si tu prenais ta moto et que t'allais te balader. Donc c'était génial. Et pour les Philippines, beaucoup de plongée.
pareil, sous l'océan, on a plongé avec des requins. On a visité des navires de la Seconde Guerre mondiale qui étaient au fond de l'océan. C'était incroyable. Et puis voilà, après on a fait beaucoup de trek, beaucoup de levées de soleil au sommet des volcans à Bali. Donc voilà quoi, plein de souvenirs incroyables. T'arrives à dégager un pays préféré dans l'eau où ils ont tous leur particularité justement de ces expériences exceptionnelles? Vraiment tous les pays ont leur charme et leurs avantages. Donc c'est dur de choisir, mais par contre je pense que de par l'expérience humaine qu'on a vécue, j'ai envie de te dire que c'est île Maurice et Madagascar, parce que les rencontres en fait font que à la finalité c'est quand tu fais des rencontres magnifiques que le pays te reste vraiment tu vois. Donc je dirais île Maurice et Mada pour l'aventure humaine. Venez à Madagascar, superbe pays. Ouais, vraiment. Mais c'était super aussi, Nosy Ranch, c'était un super souvenir. On avait vécu c'est là qu'on s'est rencontrés, on avait vraiment vécu un super week-end aussi. Quelle est la suite du programme pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que vous faites un tour du monde? Parce que du coup, là, vous êtes plus dans l'Asie du Sud-Est. C'est quoi les prochains mois? Alors, donc, les prochains mois, tu sais qu'on vient juste de définir ce qu'on allait faire dans 2 semaines, dans 2-3 semaines. On a, donc, comme je te disais tout à l'heure, on avait envie de retourner potentiellement donc en Indonésie, parce que à l'heure actuelle, on a plus besoin de travailler que de barouder. Donc, pour le coup, Bali est un très bon lieu pour pouvoir faire ça, qui est propice, on va dire, à la vie de digital nomade. Donc je pense qu'on retournera sur Bali, histoire de bosser juste ailleurs qu'en France, en fait. Voilà. On a envie de retrouver nos tropiques, nos 30 degrés, et les balinais qui sont adorables plus rapidement. Et après, quand on sera en mode baroudeur, on retournera, je pense, soit dans le reste, on fera le reste de l'Indonésie, puis sûrement peut-être la Thaïlande, la Malaisie, puisque on va privilégier les pays qui sont plutôt à côté pour éviter de faire des trop grands trajets et changer de continent tout le temps, tu vois. Mais après, cette vie, elle est pas prête de s'arrêter et si tu me demandes, j'ai envie de visiter le monde entier, donc je te dirais plus tard peut-être Amérique latine, Australie, voilà, j'ai envie de voir beaucoup de choses, donc ça ne va pas s'arrêter. Ouais, donc dans vos plans, il n'y a pas de moment où on rentre en France. Si jamais dans un an, je te dis que tu vas être au Brésil, c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Après, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Il peut y avoir des événements type, par exemple, familiaux qui font qu'on rentrera en France. Mais après, c'est vrai que pour être en France actuellement, de passage en tout cas, je me dis que voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir. Et même si j'aime ma famille, qu'elle me manque terriblement, je sens que ma vie, elle est plus forcément ici, quoi. Ouais, mais en théorie, nos limites. Exactement, nos limites. Si on veut suivre tes aventures et te suivre toi et voir un peu ce que vous faites ensemble, comment on peut faire? Alors, donc on a une chaîne YouTube et un compte Instagram voyage qui s'appelle Les Déserteurs. Donc, chaîne YouTube qui est un peu moins alimentée ces derniers temps, mais qui a des vidéos assez sympathiques, notamment sur l'île Maurice. Voilà, un compte Instagram. Et puis après, moi personnellement, mon compte Instagram qui est Sky Summers. Donc voilà, où je poste assez régulièrement, surtout des stories du quotidien et puis voilà, les bons plans, tout ça. Super, on va aller suivre ça. Est-ce qu'il y a les vidéos des tortues? Il me semble pas, hein? Ou alors elles sont sur... Alors vidéo YouTube non, mais par contre j'ai un petit post moi sur mon compte Instagram perso où tu peux voir la tortue aller à l'eau avec le beau lever de soleil. Super. Bon Chloé, j'ai l'impression autour du monde, papa, maman, tout va bien? Bah oui. Faut dire papa, maman, tout va bien. Ah pardon. On la refait. On va la garder même. Autour du monde, papa, maman, tout va bien. Papa, maman, tout va bien. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, c'était super. Bon, alors je sais pas vous, mais moi, cette vie, ça me fait rêver et j'aimerais bien prendre mon ordi et puis aller vivre un petit peu partout à l'étranger. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me faire des retours, à m'envoyer des messages, à mettre une bonne note sur Spotify, à me dire à papamamantoutva-bien@gmail.com si cet épisode vous a plu. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode
surprise puisque je ne l'ai pas encore préparé. Merci beaucoup et à bientôt et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.